Si vous saviez combien de temps j'ai perdu à courir après des choses qui ne m'ont jamais rendu heureux, vous poseriez tout ce que vous tenez dans les mains et vous m'écouteriez jusqu'au bout. Je m'appelle Marcel, j'ai 78 ans, et ce que j'ai mis une vie entière à comprendre, je vais essayer de vous le dire en quelques minutes, parce que personne ne me l'a dit à moi quand j'en avais encore besoin. Je suis né dans un petit appartement du quatrième étage, à Lyon, en 1948. Mon père travaillait à l'usine, 6 jours sur 7. Ma mère faisait des ménages chez des gens qui ne la regardaient jamais dans les yeux. On n'était pas malheureux, mais on savait qu'on n'avait pas le droit de rester là où on était. Chez nous, la réussite, c'était simple. C'était monter. Monter dans la société. Monter dans les salaires. Monter dans le regard des autres. Tout ce que mon père me disait tenait en une phrase, qu'il répétait le soir en enlevant ses chaussures. Toujours les mêmes chaussures usées sur le côté gauche. Marcel, fais mieux que moi. C'est tout. Pas de discours, pas d'explication. Juste cette phrase. Et dans sa bouche, ça pesait plus lourd qu'un livre entier. Je l'ai prise au pied de la lettre. J'ai fait mieux que lui. Du moins, c'est ce que je croyais, pendant très longtemps. J'étais bon à l'école. Pas brillant, mais tenace. J'avais compris très tôt que si je travaillais 2 fois plus que les autres, je pouvais obtenir les mêmes résultats que ceux qui avaient des livres chez eux et des parents qui les aidaient le soir. Alors j'ai travaillé. J'ai travaillé comme un forcené, du collège jusqu'à la fac, puis dans ma carrière, puis encore après, toujours après. J'ai décroché un diplôme d'ingénieur, ce qui dans ma famille était quelque chose d'inimaginable. Le jour où j'ai eu mon diplôme, mon père m'a serré la main. Il ne m'a pas pris dans ses bras. Il m'a serré la main, comme on serre la main d'un homme qu'on respecte. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Une sorte de soulagement immense, comme si sa propre vie prenait enfin un sens à travers la mienne. Ce jour-là, j'ai cru que j'avais compris ce qu'était la vie. Travailler, mériter, gravir, prouver. J'avais 24 ans et j'étais convaincu d'avoir percé le secret de l'existence. J'ai trouvé un poste dans une grande entreprise, avant même la fin de l'été. J'ai commencé à gagner de l'argent. Vrai argent. Pas celui qu'on compte pièce par pièce comme ma mère le faisait sur la table de la cuisine le dimanche soir. J'ai acheté une voiture, puis un appartement, puis une maison. Chaque acquisition me donnait un élan de satisfaction qui durait quelques semaines, parfois quelques jours seulement. Et puis, il y avait ce vide qui revenait, discret mais persistant, comme un bruit de fond auquel on finit par s'habituer sans jamais vraiment l'identifier. Je me disais que c'était normal, que tout le monde ressentait ça, que la prochaine étape allait enfin combler ce manque. La prochaine promotion, le prochain projet, la prochaine reconnaissance. C'est une course étrange, parce que la ligne d'arrivée recule exactement à la vitesse à laquelle vous avancez. J'ai rencontré Hélène quand j'avais 29 ans. Elle travaillait dans une librairie près de mon bureau et j'y allais tous les jeudis. Pas pour acheter des livres, mais pour la voir ranger les étagères du fond en fredonnant des chansons qu'elle seule connaissait. Il m'a fallu 3 mois pour lui adresser la parole, et quand je l'ai fait, je lui ai dit quelque chose de tellement banal que j'en ai encore honte aujourd'hui. Je lui ai demandé si elle avait un livre sur la gestion du temps. Elle m'a regardé avec un petit sourire et elle m'a répondu: vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas besoin d'un livre pour ça. Vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise de s'arrêter 5 minutes. Je suis tombé amoureux à cet instant précis. Pas parce qu'elle était belle, même si elle l'était, mais parce qu'elle avait vu en 5 secondes ce que personne n'avait jamais remarqué. On s'est mariés 1 an plus tard, et notre fils Thomas est né quand j'avais 32 ans. Je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était ce matin. Je me souviens de ses mains minuscules, de la façon dont il serrait mon index, avec une force absurde pour un être aussi petit. Je me suis juré ce jour-là d'être un père présent, un père différent du mien. Pas meilleur, juste plus là. C'est la promesse la plus sincère que j'ai jamais faite, et c'est aussi celle que j'ai le plus mal tenue. Avant de continuer, je veux juste vous dire une chose. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que quelque chose dans ce que je raconte vous parle, et ça me touche plus que vous ne l'imaginez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, jetez un œil, parce qu'il y a ici des histoires qui méritent d'être entendues. Et si cette vidéo vous accompagne, un petit pouce en l'air, ça m'aide, sincèrement. D'ailleurs, je suis curieux. Est-ce que vous pensez que j'ai échoué comme père parce que je travaillais trop, ou est-ce que vous pensez que le vrai problème était ailleurs,
quelque chose de plus profond que les heures passées au bureau. Si vous pensez que c'était le travail, écrivez travail en commentaire, et si vous pensez que c'était autre chose, écrivez ailleurs. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, parce que moi, pendant des années, j'ai cru que le problème c'était simplement le temps. Je partais avant que Thomas se réveille et je rentrais souvent après qu'il soit couché. Le week-end, j'étais fatigué et ma façon d'être présent, c'était d'être assis dans la même pièce que lui, sans vraiment être avec lui. Mon corps était là, mais ma tête était encore au bureau, en train de résoudre des problèmes qui me semblaient urgents et qui, avec le recul, ne l'étaient presque jamais. Hélène ne me le reprochait pas ouvertement. Ce n'était pas son genre. Elle avait une façon bien à elle de me le faire comprendre, par de petites phrases glissées entre deux silences. Thomas a marqué son premier but aujourd'hui. Il a regardé les gradins pour voir si tu étais là. Elle ne disait pas «et tu n'y étais pas», elle n'avait pas besoin de le dire. Le silence après la phrase faisait tout le travail. J'ai eu ma première vraie promotion à 40 ans. Directeur technique, bureau au 6e étage avec vue sur le parc, secrétaire personnel, carte de visite avec mon nom en lettres dorées. Mon père, qui avait pris sa retraite depuis quelques années, est venu visiter mon bureau un après-midi. Il s'est assis dans le fauteuil en face de mon bureau, il a regardé autour de lui, lentement, il a hoché la tête et il a dit « C'est bien, Marcel ». 2 mots. Et j'ai senti exactement la même chose que le jour du diplôme, ce soulagement dans ses yeux. Comme si chaque pas que je faisais le libérait un peu plus de quelque chose qu'il portait depuis toujours. Mais cette fois, il y avait aussi autre chose dans son regard. Quelque chose que je n'ai pas su lire à l'époque et que j'ai compris seulement bien plus tard. C'était de l'inquiétude. Il voyait peut-être que je suivais un chemin qui allait quelque part, oui, mais peut-être pas là où je croyais. Mon père est mort un mardi matin de novembre. J'avais 44 ans. Il s'est éteint dans son sommeil, sans bruit, sans drame, comme il avait vécu. Quand ma mère m'a appelé, j'étais en réunion, une réunion sur un budget trimestriel. Je m'en souviens parce que c'est le genre de détail absurde qui se grave dans la mémoire quand le monde bascule. J'ai regardé mon téléphone, j'ai vu le nom de ma mère et j'ai su avant même de décrocher. J'ai quitté la salle sans rien dire à personne, je suis monté dans ma voiture et j'ai pleuré pendant 1 heure sur le parking avant de pouvoir conduire. Ce n'était pas seulement la douleur de perdre mon père, c'était quelque chose d'autre, une prise de conscience brutale et confuse que je n'arrivais pas à formuler clairement. C'est venu plus tard, par morceaux, sur des mois, et si je devais le résumer aujourd'hui, je dirais ceci. J'ai réalisé que mon père m'avait donné la seule chose qu'il avait, son ambition pour moi, mais que cette ambition était faite de ses propres manques, de ses propres blessures, et qu'en la portant sans la questionner, je m'étais mis à courir sans jamais vérifier si la direction était la bonne. Après sa mort, quelque chose a changé en moi, lentement, comme une fissure dans un mur qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui s'élargit avec le temps. J'ai continué à travailler, bien sûr, parce que c'était tout ce que je savais faire, mais le moteur n'était plus le même. La satisfaction que je tirais de chaque réussite professionnelle avait un goût différent, un goût de pas assez, un goût de à côté. Thomas avait 12 ans à cette époque, et je commençais à voir en lui des choses qui me faisaient peur. Il était sérieux, appliqué, silencieux, exactement comme moi à son âge. Et quand je le regardais faire ses devoirs le soir, courbé sur son cahier, avec cette concentration féroce, je voyais mon père assis dans la cuisine, en train de me dire « fais mieux que moi ». Et je comprenais que sans m'en rendre compte, j'avais transmis exactement la même chose. Pas avec les mêmes mots, mais avec la même absence, avec la même façon de montrer que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il accomplit, et non à ce qu'il ressent. C'est Hélène qui m'a forcé à ouvrir les yeux, un soir d'hiver, après un dîner où Thomas n'avait pas dit un mot. Elle m'a attendu dans la cuisine, après que Thomas soit monté dans sa chambre, et elle m'a dit avec une voix que je ne lui connaissais pas, une voix sans colère, mais sans concession. « Marcel, ton fils ne te connaît pas. Il sait ce que tu fais, il sait que tu travailles dur, il sait que tu nous donnes une belle vie, mais il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas ce qui te fait rire, ce qui te fait peur, ce que tu rêvais de faire quand tu avais son âge. Tu es un étranger poli qui dort dans la chambre d'à côté. » Je n'ai rien répondu, parce qu'il n'y avait rien à répondre. Elle avait raison, et la vérité, quand elle est aussi nette,
Elle ne laisse pas de place pour la discussion. J'ai commencé à changer, non pas du jour au lendemain, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, mais par petits ajustements. Maladroit d'abord, puis de plus en plus naturel. J'ai commencé par des choses simples. J'ai commencé à rentrer plus tôt le mercredi pour aller chercher Thomas à son entraînement de basket. Au début, il me regardait avec surprise, presque avec méfiance, comme s'il attendait que je lui annonce une mauvaise nouvelle. Puis, il s'est habitué, et au bout de quelques semaines, il a commencé à me raconter des choses dans la voiture, des petites choses, ce que son ami Lucas avait dit de drôle à la cantine, un professeur qu'il trouvait injuste, une fille de sa classe qui avait des yeux verts. Et moi, j'écoutais. J'écoutais vraiment, pas en pensant à autre chose, pas en attendant que ce soit fini. J'écoutais comme si chaque mot qu'il me disait était un cadeau qu'il me faisait, et que je ne méritais pas tout à fait. Les années qui ont suivi ont été les meilleures et les plus difficiles de ma vie. Parce que se reconstruire, c'est admettre qu'on s'est construit de travers. Et personne n'aime regarder ses propres erreurs en face. J'ai appris à parler à Thomas non pas comme un père qui sait, mais comme un homme qui doute. Et c'est dans ce doute partagé que quelque chose de vrai a commencé à exister entre nous. Je lui ai raconté mon père. Je lui ai raconté les chaussures usées, la phrase du soir, le serrement de main le jour du diplôme. Je lui ai dit que j'avais fait ce que je croyais être juste et que je m'étais trompé. Pas sur tout, mais sur l'essentiel. Il avait 16 ans quand je lui ai dit ça, et il m'a répondu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il m'a dit: Papa, tu ne t'es pas trompé. Tu as juste mis du temps à arriver. J'ai pris ma retraite à 63 ans. Le dernier jour, en vidant mon bureau, j'ai retrouvé dans un tiroir une vieille photo de mon père, devant l'usine, les mains dans les poches, le regard droit vers l'objectif. Je l'ai regardé longtemps, et j'ai compris que cet homme avait fait exactement la même chose que moi. Il avait donné le meilleur de ce qu'il avait, avec les outils qu'il possédait. Et ses outils à lui, c'était le silence et le sacrifice. Les miens, c'était le travail et l'ambition. Ni lui ni moi n'avions eu les bons outils, mais nous avions eu la même intention. Et c'est cette intention que j'ai finalement choisi de retenir. Aujourd'hui, Thomas a 46 ans. Il est professeur de musique dans un collège. Et si vous aviez dit à mon père que son petit-fils gagnerait sa vie en apprenant le piano à des enfants, il aurait probablement eu du mal à comprendre. Mais moi, je le vois. Je vois comment ses élèves le regardent. Je vois comment ses propres enfants courent vers lui quand il rentre le soir. Et je sais que ce garçon a trouvé quelque chose que ni moi ni mon père n'avons trouvé avant très tard. La paix de faire ce qui a du sens pour soi, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre. Hélène est toujours là, à côté de moi. Elle ne fredonne plus autant qu'avant. Ses mains tremblent un peu le matin quand elle tient sa tasse de café. Mais elle a toujours ce regard qui voit à travers les gens. Ce regard qui m'a arrêté net dans cette librairie il y a presque 50 ans. L'autre soir, on était assis tous les deux sur le balcon, sans parler. Et elle m'a pris la main et elle m'a dit: Tu vois, Marcel, c'était ça, la vie. C'était les moments comme celui-ci. Et elle avait raison, comme souvent, comme presque toujours. Ce que j'ai mis 78 ans à comprendre et que j'aurais voulu comprendre à 30, c'est que les gens qui vous aiment ne vous demandent pas de réussir. Ils vous demandent d'être là. Pas là physiquement, pas là par obligation, mais là vraiment, avec votre attention, vos doutes, votre fatigue, tout ce qui fait de vous un être humain, et non pas un rôle ou une fonction. Mon père me demandait de faire mieux que lui. Et ce que je sais maintenant, c'est que faire mieux que lui, ce n'était pas avoir un plus grand bureau ou un meilleur salaire. C'était apprendre à dire à mon fils ce que mon père n'a jamais su me dire. Je suis fier de toi. Non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, ne faites pas comme moi. N'attendez pas d'avoir les cheveux blancs et les genoux usés pour comprendre que les gens autour de vous ne seront pas toujours là et que le temps que vous ne passez pas avec eux ne revient jamais. Jamais. Aucun succès professionnel ne remplace le son de la voix de votre enfant qui vous raconte sa journée. Aucune promotion ne vaut le regard de la personne qui vous aime quand vous êtes simplement assis à côté d'elle, sans rien faire. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une leçon, c'est juste un vieil homme qui vous dit ce qu'il a appris
en tombant, en se relevant et en tombant encore. Si cette histoire vous a touché, si elle a remué quelque chose en vous, appuyez sur le bouton j'aime. C'est un petit geste, mais il m'aide à savoir que ces mots ont trouvé leur chemin. Et si vous voulez qu'on continue à se retrouver comme ça, abonnez-vous, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter, et je ne suis pas pressé. Il y a d'ailleurs une autre vidéo sur cette chaîne qui parle de ce qu'on apprend quand on perd quelqu'un qu'on aime, et je crois qu'elle irait bien avec ce que je viens de vous dire. Allez-y jeter un œil quand vous aurez un moment. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui comptent, et si ce soir vous pouvez appeler quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, faites-le. Moi, c'est Marcel, et je suis content qu'on ait partagé ce moment ensemble.